Bonjour et merci de votre fidélité à Débat de presse, le décryptage de l'actualité nationale et internationale sur la RTB. Ce matin, 3 sujets de débat. D'abord, les 100 jours du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, pour son second mandat. Qu'est-ce qui a été fait en rapport avec les promesses de campagne, mais aussi en rapport avec le programme présidentiel dans le domaine de la réconciliation et de la stabilité notamment. Réponse dans quelques instants avec nos invités. Et avec nos invités et dans le débat de presse, le FESPACO 2021, une nouvelle date pour la 27e édition. Ce serait en octobre prochain après un report dû au Covid-19. Est-ce une date réaliste si l'on sait que les implications de la biennale avec l'international pourraient avoir interférence? Le gouvernement rassure quant à l'édition normale de cette 27e édition. Est-ce vraiment possible? On en débat ce matin avec nos invités et avec nos invités. Le Bénin avec ce dimanche une élection présidentielle sur fond de dérive autoritaire. Patrice Talon, le président sortant, assuré d'une réélection et pourtant il avait promis ne faire qu'un seul mandat. Que devient donc le modèle démocratique béninois? On en parle avec Abdoulaye Bari, journaliste indépendant, analyste politique. Bonjour Bari. Bonjour Fousseni, bonjour à tous. Merci d'être là pour le débat. Deuxième invité à débat de presse, Dieudonné Zungrana, directeur de publication de Aujourd'hui au Faso, analyste politique. Bonjour Dieudonné. Bonjour Fousseni. Et merci d'être là pour le débat. Albert Nagrego est avec nous. Il est le directeur de publication de Libre Info, un site d'information en ligne, analyste politique et éditorialiste. Bonjour Albert. Bonjour Fousseni. Et merci d'être là pour le débat. Et pour le premier sujet de débat, de ce débat de presse de ce dimanche, on va commencer par les 100 jours du président du Faso pour son second mandat. Dieudonné Zungrana, c'est vrai, vous êtes rentré pas très longtemps de Niamey où vous avez participé à l'investiture de Mohamed Bazoum, le nouveau président qui succède à Mahamoudou Issoufou. Et on aurait pu vous avoir la semaine dernière pour discuter du Niger, mais qu'à cela ne tienne. Les 100 jours du président du Faso, pour vous, est-ce que quelque chose est fait? Ou qu'est-ce que vous pensez de ces 100 premiers jours de ce second mandat de Roch Kaboré? En fait, généralement, cet exercice auquel se livrent les médias s'applique au bleu présidentiel, quand quelqu'un est nouvellement élu. Or, le président Roch Kaboré a été réélu. Donc, cet exercice, nous allons nous livrer à ce dernier, mais avec moins de pertinence, au risque de glisser sur un bilan du premier quinquennat. Ceci dit, que peut-on retenir des 100 premiers jours de ce second mandat? Bien sûr, politiquement, ce qui a marqué tout de suite, c'est vraiment ce blitzkrieg-là, cette vague de partis d'opposition qui ont rejoint la majorité présidentielle. Ça politiquement, c'est quand même un fait qui est journalistiquement newsy. On espère que quand même le MPP va à un certain moment dire aux partis de l'opposition à rester un peu là-bas, pour ne pas mettre quand même la démocratie burkinabé au vert, parce qu'il y a ce risque-là aussi. Évidemment, les 100 premiers jours, on ne peut que s'appesantir sur la réconciliation nationale. C'est-à-dire le ministère taillé sur mesure qu'on a dévolu au CEFOP. Ça, c'est vraiment la mise en branle, en tout cas, de cette réconciliation nationale a marqué aussi ces 100 premiers jours. On a vu un Zéphirin Diabré qui consulte tous azimuts, qui consulte même trop, selon d'aucuns, parce qu'il y a des gens à qui il apporte des audiences et d'aucuns pensent que ces gars-là ne méritent même pas d'être consultés. Donc, il y a ça en attendant le grand brainstorming national qui sera fait en mai ou en juin. Donc, cette réconciliation nationale aussi, c'est à mettre en tout cas à l'actif de ces 100 jours. On espère que d'ici là, peut-être que le président du Faso, il va un peu faire le tour des 13 provinces pour un peu rencontrer son peuple. Parce que si cette réconciliation nationale est stratégiquement mise en œuvre par Zéphirin Diabré, c'est quand même Roch qui porte ce projet. C'est lui qui porte ce projet et c'est lui qui doit donner le là
de cette réconciliation nationale. Oui, Donc, dans la campagne, pendant la période de la campagne présidentielle, le candidat Roch Kaboré avait dit que les 6 premiers mois, il s'attellera à organiser un forum sur la... pour ça que j'ai parlé de mais 3 mois après, on ne voit pas se dessiner. Non, je pense que, en tout cas, bon, des sources que j'ai eues, ça va être tenu peut-être mai-juin, ce grand. Tout en continuant les consultations, il y aura justement ce grand forum-là pour un peu chose. Donc, il y a ça. Bon, évidemment, les 100 premiers jours aussi, on peut s'attarder sur le côté sécuritaire. Il faut quand même avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que quand même, il y a un léger mieux, pour ne pas dire qu'il y a du mieux côté sécuritaire, parce que quand même nos FDS se sont aguerris. Peut-être aussi que c'est le résultat des négociations souterraines, je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a moins d'estocades sanglantes, il y a moins d'embuscades, et même si de temps en temps, on a des escarmouches mortelles, ça quand même, ça aussi, c'est à mettre à l'actif de ça. Et puis, bon, évidemment, bon, on peut aussi retenir le foncier, la problématique du foncier. On a vu le ministre en charge de ce département qui est sorti et quand même qui a dévoilé un peu sa feuille de route, et dont l'une des mesures emblématiques reste justement la suspension de la délivrance des titres fonciers aux agences immobilières. Donc voici un peu campé, parce que 100 jours c'est peu. C'est peu, c'est pour ça que je dis, et surtout que c'est le deuxième mandat, j'ai bien peur que si on essaye de... Bon, c'est un exercice que les médias ont imposé, mais ils savent bien qu'en 100 jours, à moins d'être un démurge ou un demi-dieu, c'est difficile de faire bouger carrément les choses. Donc, au risque de glisser sur le premier mandat, moi je m'en tiens un peu à ces quelques esquisses-là, et je m'arrête là. Pour vous, le président diesel qu'on avait connu au premier mandat, peut-être on voit que le diesel commence à devenir plus lourd que... Bon, le président DC, c'est DC-30, non 130, du nom de cet avion militaire français qui est très lent au décollage, mais quand il décolle, il est solide. Oui, je crois que c'est sa nature, mais si vous remarquez, tout ce qu'il a promis, peut-être qu'il ne le fait pas au moment où on l'attend, mais c'est toujours fait. Donc, et on l'a dit sur ce plateau, ce deuxième mandat, il a été bien élu, il a les coudées franches. Donc, il a toutes les cartes en main pour vraiment déployer vraiment son programme. Et il a même besoin de ça pour valider un premier quinquennat qui a été quand même assez difficile. Donc, je pense que, bon... le diesel, ça c'est dans sa nature, mais ça ne veut pas dire que les objectifs ne seront pas atteints. Il faut attendre peut-être en 2025 pour voir les résultats totaux qu'il aura engrangés en 2 mandats. Oui, Abdoulaye Bari, c'est votre avis également que 3 mois après le début de son second mandat, Roch-Marc Christian Kaboré sait qu'il est attendu par ses concitoyens et il se met au charbon. D'abord, sur la symbolique, je pense que, M. Soungran l'a très bien dit, on ne peut pas analyser les 100 premiers jours de ce second mandat sous le prisme de la symbolique, parce qu'il n'y en a aucune, au risque d'analyser un jour les 100 premiers jours d'un énième mandat de Paul Biya au Cameroun. C'est une tradition française qui remonte donc à 1815, où entre mars et juin, on a assisté donc à l'abdication, la première abdication de l'empereur Napoléon Ier, son retour et la grande défaite, la grande humiliation de l'armée française, donc suite à la dernière bataille de la plaine de Waterloo en juin 1815. Mais pour le second mandat, si on veut porter un regard en termes d'analyse sur les actions, il y en a qui peuvent retenir donc notre attention. D'abord, sur le style, il y a quelque chose de très remarquable à notre avis. Le premier mandat a été, en tout cas pour ses débuts, a été marqué par un discours politique assez insolent, on peut le dire, ce que les Burkinabés ont qualifié de la malcause. À l'époque, on voyait des ministres et des chefs d'institutions qui, souvent dans les discours politiques, étaient pas trop courtois envers le peuple. Mais aujourd'hui, le second mandat, je pense il pourrait être même placé sous le signe donc de l'apaisement, du discours politique, mais aussi du climat sociopolitique.
ceci peut-être est à mettre aussi à saluer, c'est le président, mais aussi ceux qui ont en charge donc de porter la parole du gouvernement. Les actions les plus remarquables, pour moi, en premier lieu, c'est la réconciliation nationale où le gouvernement affiche clairement sa volonté d'aller à une réconciliation, une autre volonté de donner, par exemple, la chance de négociation avec les groupes terroristes, ceux avec qui on peut négocier sans pour autant remettre en cause l'essentiel de la République. Il y a eu pour moi aussi certaines actions, notamment la caisse d'assurance pour les forces armées nationales. C'était un élément important parce qu'on a des hommes et des femmes qui meurent au front, au nom de leur devoir de défendre pour la patrie. Il est important que la République pense à ces gens-là et à mon avis, la caisse d'assurance constitue un élément important. C'est une initiative à saluer de la part du gouvernement. Un autre élément non moins important, vous savez que la crise sécuritaire a engendré donc des déplacés, c'est plusieurs millions de déplacés. Et on a le gouvernement qui a décidé donc d'instaurer une sorte de solidarité nationale vis-à-vis de ces compatriotes-là. On a 124 communes qui seront concernées sur plus de 300 communes. Je pense que ce sont des éléments importants. Donc, pour résumer, on peut dire que le second mandat, en termes de vision, en termes de volonté affichée, il y a quand même quelque chose de très important. La nécessité d'aller vers une réconciliation nationale, c'est un élément important à saluer. Et aussi l'apaisement du climat sociopolitique, ce sont des éléments qui, à mon avis, sont à saluer pour ces 100 premiers jours du second mandat. Oui, Albert, c'est votre avis également que sur les fronts de la réconciliation et de la stabilité, on voit quand même que quelque chose est fait, même si concernant la question de la stabilité, la sécurité, ça avait déjà été amorcé à la fin de son premier mandat. Oui, concrètement, si on veut parler des 100 premiers jours, peut-être on va beaucoup plus parler de cette promesse de campagne qui est la réconciliation. Sinon, les autres, on a vu qu'il y avait déjà un début qui a été fait dans le tout premier mandat. Et ce n'est qu'une continuité. Alors, en parlant de réconciliation, on peut dire que cette promesse a pris forme quand même avec la création du ministère d'État qui a été confié à son challenger Zéphirin Diabré. Maintenant, le deadline de 6 mois, est-ce qu'on pourrait respecter ce deadline? Ce n'est pas évident aujourd'hui parce que jusqu'à l'horizon, on n'a pas encore cette image claire de la réconciliation nationale burkinabé. On a même peur qu'on ne retombe pas dans ces formes de réconciliation que le Burkina a connues par le passé, qui ont été peut-être succès ou échecs. Donc jusqu'à aujourd'hui, on cherche toujours les marques, on ne trouve pas. Du côté de la présidence, on parle de s'appuyer sur le rapport du Ashkroun. Ashkroun également qui est en fin de mandat et que le président n'a pas encore décidé. Et on n'a pas encore aussi des rapports. Donc Zéphirin Diabré est en train de travailler, mais est-ce que véritablement on est sur le bon chemin? C'est la question qu'on se pose. Donc on peut dire, pour cette promesse de campagne, elle a déjà pris forme. En ce qui concerne la stabilité, notamment la sécurité, le président du Faso avait fait plusieurs annonces avant même la fin de son mandat. Mais aujourd'hui, on peut dire que le Burkina est quand même sur une bonne trajectoire parce que les uns et les autres ont déjà relevé la fréquence des attaques a considérablement baissé. Et quand on parle de sécurité, on entend bien entendu, on sous-entend le retour des déplacés internes. Quand vous posez la question, on vous dit que dans certaines localités, il y a ce retour-là qui est fait progressivement. C'était aussi une promesse de campagne, je pense bien. Ensuite, le retour de l'administration, on vous apprend également que dans beaucoup de cas, il y en a le retour de l'administration. À Djibo, par exemple, on a vu le commissariat qui est revenu, on a vu également certains services qui ont repris du travail. C'est la liberté aussi de circulation des biens et des personnes à Djibo qui était devenu quand même, on va dire, la référence à un moment donné. Aujourd'hui, ça va. On vous dit que certains tronçons sont pratiqués. Et on peut bien se dire donc que la sécurité avance progressivement à certains niveaux. C'est vrai qu'il y a des résistants, des poches de résistants qui restent encore et qu'il va falloir travailler à améliorer. Politiquement, on retiendra le report des élections municipales pour 2022. Alors qu'on s'attendait tous à des élections municipales déjà en mai. Donc, politiquement, on peut dire que ça fait partie de son bilan de 100 premiers jours. Et ça, c'est pas intéressant. L'autre chose aussi, c'est du côté social. Est-ce que les 100 premiers jours, le président du Faso a pris des mesures importantes qui puissent alléger les conditions de vie des travailleurs et des populations? On ne voit vraiment pas trop, sauf qu'on retiendra une augmentation du prix du gaz et des hydrocarbures pour ces 100 premiers jours. Ce n'est pas le Burkina Faso seulement, parce qu'il y a d'autres pays de la sous-région qui ont connu cela. Mais on peut se dire aussi que la politique sociale pouvait faire mieux. Côté Covid-19, est-ce qu'il y a quelque chose de frappant
pas évident parce que le Burkina Faso aujourd'hui, c'est quand même l'un des pays de la sous-région qui attend toujours ces vaccins, ou du moins on se pose la question si le Burkina Faso sera dans cette dynamique-là, on ne va pas venir. Et on voit que dans les mesures barrières aussi, les mesures sociales annoncées par le gouvernement, il n'y a véritablement pas quelque chose d'extraordinaire. On est toujours dans la continuité de ce qui avait été fait dès le début de la pandémie. Donc, voilà globalement comment on peut résumer ces 100 jours de mon niveau. Oui, et Dieudonné, il l'a dit, Albert, la question du Covid-19, où on le voit pratiquement, tous les pays qui nous entourent sont dans cette dynamique d'acquérir le vaccin, de s'octroyer le vaccin. Sauf le Burkina, et jusqu'à présent, on n'arrive pas à comprendre peut-être... Mais je crois que les services techniques sont dans les starting blocks pour l'arrivée de ces... J'ai cru avoir cette information, mais c'est vrai que dans la sous-région, même au Niger, en Côte d'Ivoire, mais là où moi-même je n'arrive pas vraiment à voir clair, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'initiative COVAX, mais il y a aussi Johnson & Johnson qui a annoncé qu'il va en tout cas inonder l'Afrique vraiment de combien? De près de 400 millions de doses. Bon, je ne sais pas, est-ce que ça rentre dans le cadre de l'initiative COVAX ou bien c'est à part? Bon, vraiment, je n'ai pas vraiment, je n'arrive pas vraiment, je n'ai pas l'information, là j'avoue mon ignorance, parce que je ne sais pas comment les choses se sont passées. Et même, bon, j'étais avec une Ivoirienne hier qui me disait que même en Côte d'Ivoire, ils ont amené, mais les gens ne se bousculent pas. Ils ne se bousculent pas, et au début c'était les forces de l'ordre et puis le personnel de santé qui étaient les premiers concernés, mais finalement aujourd'hui c'est ouvert, n'importe qui peut aller, mais malgré ça les gens ne viennent pas. Donc il y a justement cette arrivée qui tarde, mais il y a aussi ce doute qui habite les populations, parce que les gens, vous savez qu'il y a une polémique autour du vaccin AstraZeneca. Bon, et autour du vaccin même, les gens se disent, est-ce qu'aujourd'hui c'est ça, ou bien c'est Sputnik là, le russe là, ou bien c'est Johnson & Johnson. Donc il y a toute cette polémique, et même le monde médical est un peu tiraillé sur ces différents vaccins là. Donc moi je ne sais pas, j'ai cru comprendre en tout cas que l'arrivée de ce vaccin au Burkina est imminente, mais je ne sais pas quand, parce que je pense savoir qu'il y a eu une conférence de presse où on a annoncé ça, ou bien c'est lors du point de presse consécutif au Conseil des ministres que le porte-parole a annoncé. Mais je dois avouer mon niveau 1, je ne sais pas pourquoi ça tarde. Est-ce que, parce qu'il y a même une question de conservation, parce qu'en Côte d'Ivoire, l'Ivoirienne en question, c'est une pharmacienne qui m'a dit qu'effectivement, il y a les délais même de péremption qui sont en train d'arriver. Or, les gens ne se bousculent pas pour se faire vacciner. Donc, il y a tout ça. Bon, donc, vraiment, j'avoue un peu mon ignorance. Oui, à ce niveau, je pense bien que le gouvernement a communiqué, même si la communication n'a pas été assez suffisante. La question est toujours en discussion de savoir est-ce qu'il faut acquérir le vaccin ou est-ce qu'il ne faut pas acquérir. Parce que quand vous prenez l'initiative COVAX, il y a un certain nombre de conditionnalités qui sous-tendent un peu l'acquisition du vaccin dans le cadre de cette initiative. Quand vous prenez d'autres initiatives comme les Chinois qui ont fourni aux Nigériens des doses de vaccin, il y a aussi un certain nombre de conditionnalités. Et je crois savoir que le gouvernement en son temps avait dit qu'ils allaient voir clair. Mais il y a une bagarre quand même entre les différents laboratoires et autres. Et il y a aussi une polémique sur les différents vaccins. Non, vous le savez bien. Ici, la question que nous, on se pose, est-ce que, comme c'est une dynamique internationale, est-ce que le Burkina doit se mettre en marge, en fait? C'est un peu dans ce sens que je pose la question à Abdoulaye Bari. Oui, effectivement, vous avez raison. Dieudonné Soungrana l'a dit. Il y a eu une polémique qui est née donc des premières expériences en Europe sur AstraZeneca, qui on a relevé qu'il y avait des cas de mort après la vaccination. Effectivement, aujourd'hui au Burkina Faso, il n'y a pas une décision officielle claire quant à l'option du vaccin ou pas, mais
à voir comment les choses se passent à l'international. Le Burkina ne peut pas se passer du vaccin et comme il l'a dit, les services techniques devraient être en charge. Selon en tout cas mes informations, mardi dernier, le ministère de la Santé et beaucoup d'autres services ont fait une réunion pour voir effectivement quelle sera la position du Burkina. S'il faut adopter le principe du vaccin, comment habiller donc ce choix-là par une communication adaptée. En tout état de cause, le Burkina ne peut pas rester en marge donc de cette dynamique internationale, sauf à vouloir être le seul pays au monde à ne pas vacciner sa population, puisqu'il y aura un moment, en tout cas ça va être indispensable pour les voyages, ça sera exigé. Donc le Burkina ne peut pas rester en marge, parce qu'aujourd'hui on a une dynamique internationale où pratiquement tous les pays au monde, on peut le dire, ont opté pour la vaccination. Et aux États-Unis, vous voyez par exemple, les vaccinations, c'est pas forcément dans les centres de santé, même au feu, les passagers, la population est vaccinée même au feu tricolore. Et en Europe, aujourd'hui, on a un taux qui dépasse 50% de vaccins. Le Burkina ne peut donc pas être, à mon avis, en marge de cette dynamique internationale. Oui, et un peu pour battre en brèche cet argument qui veut que la question du vaccin ne soit pas une grande préoccupation. Parce que quand on regarde un peu dans l'opinion, on a l'impression que parfois cette question du vaccin n'est pas une préoccupation. Et Barry l'a dit, si on veut rentrer dans un mouvement international, il va falloir que la question soit débattue avec beaucoup de sérieux. Naturellement, on ne peut pas rester en marge. On va forcément faire la vaccination parce qu'aujourd'hui, ça devient une préoccupation mondiale. Et c'est la dynamique. On a dit COVAX ici, c'est quand même un don, une dotation de, je crois, c'est la Banque mondiale, non, avec d'autres institutions d'ailleurs, pour les pays africains. Donc, on ne peut pas. Maintenant, le problème qui se pose, c'est pourquoi, jusqu'à présent, nous, on n'a pas encore reçu notre dose de vaccin ou pourquoi on ne communique pas suffisamment là-dessus. Est-ce qu'il y a une réticence au niveau interne? Parce qu'on sait aussi qu'il y a des gens qui voulaient expérimenter le vaccin pour voir est-ce qu'il faut l'appliquer au Burkinabé, pas au Burkinabé seulement, mais de façon générale, les populations des pays tropicaux. Parce qu'il y a cette question aussi qui se pose. Donc, est-ce que nous, on est peut-être réticents sur l'expérimentation qu'on veut faire, ou bien c'est parce qu'on n'est pas encore, on n'est pas dans la première ligne de distribution? Mais je me dis qu'il y a urgence, donc il faut également que tous les pays reçoivent en même temps que les autres. Ok, Et oui. je pense
que ne font pas le... On peut comprendre le Bénin. Enfin, vous l'avez très bien dit, il n'y a pas de suspense à l'issue de cette élection. C'est peut-être sur le taux de participation où on verra bien si les Béninois vont se bousculer devant les urnes ce dimanche 11 avril. Il n'y a pas d'enjeu aussi quant à l'issue parce qu'on sait déjà que le ticket Talon Talata sera le grand vainqueur donc, de cette élection présidentielle. Vous l'avez dit, vous avez parlé des dérives autoritaires. Je pense qu'il n'y a pas mot plus pertinent que dérive autoritaire. Le Bénin, c'était un exemple. Et il a fait pire que Yahi Boni. On voit aujourd'hui, si sur le plan des réformes et des investissements, du bilan économique de Patrice Talon, il n'y a pas grand-chose à dire. Son bilan est très positif sur ce plan. Au plan de la démocratie, au plan des libertés publiques, des libertés individuelles et politiques, il y a un grand recul depuis l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir, marqué donc par l'exil de beaucoup d'hommes politiques, à commencer par celui qui l'a soutenu en 2016, Sébastien Ajavon, qui est le leader donc, de l'opposition. On l'a accusé de trafic de drogue et aujourd'hui il est en exil en France. Et puis il y a aussi Komi Koutié, qui est en exil aux États-Unis. On a aussi Valentin Dienontin qui est en exil en France. Et on a Léadi Soglo, l'ancien maire de Cotonou, qui est en exil. Et enfin, on a Rekia Madougou qui est en prison. Et on sait qu'elle est en prison, pas forcément parce que... C'est vrai, il y a la version officielle où on l'accuse de terrorisme, mais on sait qu'entre Patrice Talon et le président Faure Gnassingbé, ça ne va pas du tout. C'est une tension entre Cotonou et Lomé et ça a dû peser donc sur la balance. L'élément important aussi, au-delà des dérives politiques, des atteintes donc à la démocratie, on a vu par exemple en octobre 2020, c'est ça, que le Bénin a été retiré de la liste des pays d'origine sûre par l'Office français de protection des réfugiés et donc des apatrides, ce qui veut dire qu'il y a une atteinte aux démocraties. L'autre élément important, on a le sentiment aussi qu'avec l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir, on assiste à un isolement du Bénin sur la scène diplomatique internationale parce qu'on a vu dans l'affaire Ajavon, le Bénin a donc décidé de retirer sa déclaration de protocole instituant la Cour africaine des droits de l'homme. On a vu un Patrice Talon qui, élu en 2016, n'a pas été tout juste au sommet de l'UA, comme on le voit très fréquemment quand un président de la République est élu directement, nouvellement élu, il va donc au sommet de l'UA. Il a fallu attendre 2 ans pour qu'il y aille. Et ensuite, on a Patrice Talon qui ne s'entend avec aucun chef d'État sur le continent, à l'exception d'Alassane Ouattara. Il se fiche des autres, il ne faut pas avoir peur des mots. Il ne s'entend pratiquement avec personne parce que beaucoup de chefs d'État lui reprochent de n'avoir aucune considération pour les gens. Il ne va au sommet, il ne participe pratiquement pas. Donc, à l'exception de l'Ivoirien Alassane Dramane Ouattara, il ne s'entend avec personne sur le continent. Et ça pose des problèmes, notamment avec les voisins. Mais on parle du Bénin où vraiment, on se demande de Dieu donné aujourd'hui où est passé le modèle démocratique béninois. Non, le modèle, vous savez bien que le modèle Talon a dit que ce n'était pas un modèle, c'était une démocratie pagailleuse, je reprends ce pagailleuse et démunie, à qui on jetait quelques miettes pour se donner bonne conscience. C'est ce qu'il dit. Il veut mettre de l'ordre à cette démocratie pagailleuse-là. Donc, en fait, il veut diriger le Bénin comme son entreprise de coton, un chef de section avec des objectifs de résultats et tout. Sauf qu'il ignore qu'un pays, c'est des hommes, c'est des humeurs, c'est des pesanteurs sociologiques, c'est des réalités qui sont là et qu'on ne trouve pas dans une entreprise. Donc ça, c'est le premier problème. Ensuite, bon, je ne vais pas réchauffer ce que Abdoulaye a dit, le chapelet de choses. L'OFRA, le Bénin est retiré de l'OFRA parce que justement avec le cas Ajavon, c'est vraiment gravissime. Il a créé la CRIET.
la Cour de répression des infractions et du terrorisme pour justement museler ses opposants, dont aujourd'hui tout le monde est en prison ou bien en exil. Bon, et aujourd'hui, j'ai bien peur que l'ex-quartier latin de l'Afrique de l'Ouest n'ait vraiment fait un recul, parce que Talon, il dit quoi? Il dit que lui, il veut mettre de l'ordre et que les élus doivent être des élus de qualité, parce qu'il y avait 200 partis, il en a ramené à 2 parce qu'il pense que bon, c'est mieux parce que les élus seront de bonne qualité. Donc aujourd'hui, il se fait accompagné par 2 comparses pour cette présidentielle. Mais au fini, je conclurai en disant que j'ai bien peur que lui, qui rêvait d'être un pilote de DC-10 d'Air Afrique, parce que quand il était jeune, j'ai bien peur qu'il ne soit peut-être un bon pilote, mais j'ai bien peur qu'en décollant pour Paris, bon, il veut en haut changer de destination pour aller à Amsterdam. Je ne suis pas sûr que les Béninois vont suivre ça, parce que ça, on ne peut pas, parce qu'aujourd'hui, lui, il vient les chefs d'État, même les Béninois. Aujourd'hui, la classe politique est vent debout contre lui. En fait, il impose aujourd'hui par la cravache et le bâillon. Et je ne sais pas où il va, bon, je ne sais pas comment il va s'en sortir, mais aujourd'hui, il va se faire élire. Bon, mais le Bénin aura fait un pas. Et quand on voit que... ça ne pose pas, je vous prends au mot également, puisque vous l'avez dit un jour sur ce plateau, est-ce que ça ne pose pas aussi ce problème que les hommes d'affaires, les richards qui rentrent en politique, parfois confondent l'État à leur entreprise? Moi, personnellement, j'avais un peu, au début, j'avais de l'admiration, parce que il est venu mettre fin à l'entre-soi entre les politiciens. Soit tu étais politicien professionnel, et puis... Donc moi, je me suis dit, bon, voilà, les Béninois, quand même, ont voulu changer de paradigme. Bon, j'emploie le vocable tant prisé par Abdoulaye Bari, et ils ont voulu changer de paradigme en élisant un businessman, parce que les gens étaient blasés contre les politiciens professionnels qui venaient, qui sérinaient les mêmes chansons, on va faire ça, on va faire ça. Une fois au pouvoir, bon, en fait, c'est devenu, on veut installer une oligarchie, ou bien même... Mais les Béninois ont choisi un homme d'affaires qui est venu, et ça a changé, mais au finish... Bon, vraiment, c'est la déception totale, parce qu'il n'a pas pu vraiment... non seulement la démocratie a reculé, et aujourd'hui, il est en train de... Barry l'a dit, il ne faut pas avoir... C'est une forme de dictature. La dictature, ce n'est pas quand les militaires sont là avec les fusils. Ça, il est en train de mettre les Béninois au pas, mais de la mauvaise manière. Oui, et Albert Nagrego, cette posture d'étouffer toutes les voix dissonantes. En fait... Moi, je pense qu'il a un bilan mitigé. C'est vrai qu'on ne parle pas de son bilan, on parle de sa réélection probable. C'est une évidence, c'est sans surprise, il sera réélu. Mais je pense que quelque part aussi, Patrice Talon a osé là où certains n'arrivent pas à oser quand même. On a vu un premier gouvernement de Patrice Talon qui était réduit, avec quand même des cadres du pays qui comptaient beaucoup. La corruption aujourd'hui, beaucoup vous diront qu'à l'unanimité, ça a baissé. Certains vous diront également qu'à l'époque, il avait, comme il parlait de l'isolement diplomatique des ambassades, il en a décidé d'annuler certains. Et encore, on a vu comment il a gardé cette distance avec le Nigeria pendant quelques années. Et tout le monde sait que sa frontière avec le Nigeria, ça a posé polémique. Les gens ont demandé plusieurs fois la réouverture de cette frontière. Et certains vous diront que le Nigeria aussi, c'est quand même un pays où aujourd'hui, pratiquement pour contrôler les choses, c'est difficile pour éviter la fraude. Le cas du Togo dont il vient de faire cas également, on sait que ce n'est pas trop ça. Pour les autres chefs d'État, on a remarqué, moi personnellement, j'ai également constaté aussi l'absence dans certains sommets. Mais quand on prend du recul, on voit que, par exemple, la nouvelle constitution sur laquelle il chiffre aujourd'hui, il y a quand même des choses, quand il dit par exemple qu'on ne peut pas faire 2 mandats et revenir un jour être candidat à une élection présidentielle, ça s'applique à lui-même. Quand tu dis, par exemple, quand on est député... Ça, c'est pas une nouveauté en Afrique. Non, attends, il y a des pays où ce n'est pas interdit. Par exemple, la Constitution ne vous interdit pas de faire 2 mandats. Si Laurent Gbagbo aujourd'hui décide de venir en Côte d'Ivoire pour être candidat, ou Henri Konan Bédié, il a la possibilité de le faire. La Constitution ne l'interdit pas du tout. Quand il prend par exemple les députés, il dit après 2 mandats, il ne faudrait plus se représenter encore parce qu'il faut rajeunir progressivement les choses. Donc je trouve qu'il y a des réformes qui sont quand même importantes. Malheureusement, il conduit certaines choses à la manière, je veux dire, de façon
sans la monnaie, mais pas la monnaie, il va de façon frontale, brutale, c'est ce qui pose problème. Sinon, aujourd'hui, c'est un véritable dialogue. Moi, je pense que le Bénin sortirait quand même du lot et puis véritablement amorcer notre développement qu'on rêve de voir. Malheureusement, ce dialogue-là fait défaut. Donc, les mesures sont prises de façon souvent unilatérale et c'est ça qui pose véritablement le problème. Oui, mais fondamentalement, si on veut voir, parce qu'il est venu quand même, il y a quand même un acquis. Un acquis fondamental au Bénin, c'est la démocratie. Or, aujourd'hui, on ne peut pas quand même faire des élections et avec c'est talon contre talon. Parce que oui, mais cette démocratie-là, c'est vraiment c'est intouchable. Or, il a touché. C'est vrai, il a dit qu'il a choisi d'être impopulaire. Pas des réformes. Vous l'avez dit, son bilan, il a quand même engrangé quelques acquis. On ne peut pas le reposer. Mais cette démocratie-là au Bénin, c'est vraiment le fond, je ne sais pas, le fond, je ne sais pas si on peut parler de fonds de commun ou c'est le fonds politique. C'est comme une sorte de marque déposée. Voilà, marque déposée. Et là, il est en train de vendanger ça. Aujourd'hui, comment on peut exiger que tout présidentiel doit avoir 16 pareils? Or, il sait qu'à l'Assemblée, il n'y a que des députés qui sont de la majorité présidentielle. Tu vas avoir ces parrainages. Donc, il a tout verrouillé et tout va et mène à talon. Et ça, quand même, ça élude vraiment tous ces acquis-là parce qu'il a touché à la démocratie. Et là, c'est une marque déposée, intouchable. Oui, Abdoulaye Bari. Au fait, il faut retenir une chose. On ne reproche pas à Patrice Talon, le président béninois, de n'avoir pas fait de bonnes choses. Oui. Au contraire, c'est un homme brillant, c'est d'une intelligence séduisante, M. Patrice Talon. Il est très brillant, il s'est engagé véritablement sur des réformes qui sont défendables, mais ce qu'il dit, mais le pays ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas venir faire des réformes dans le seul but d'exclure vos adversaires politiques. Sur la question du quitus fiscal, lorsqu'on regarde, c'est-à-dire tous les grands partis politiques ont été exclus et n'ont pas pu participer aux législatives de 2019. Pourquoi? Et on regarde par exemple les griefs qui ont été formulés contre le FCB de Yahi Boni. On dit au parti que son règlement intérieur et ses statuts n'ont pas été signés. Mais quand même, arrêtez. Avant que Patrice Talon arrive au pouvoir, c'est un parti qui existait. Comment on peut dire à ce parti que le règlement intérieur et le statut n'a pas été signé? Et sur le parti, l'USL, de Sébastien Ajavon, on exclut l'USL parce que ce parti qui appartient donc à Sébastien Ajavon a décidé de maintenir Ajavon comme président d'honneur. Et le ministère de l'administration territoriale dit non. Vous ne pouvez pas maintenir Ajavon parce qu'il a été condamné à 20 ans pour des raisons diffamantes. Quand même, c'est trop flagrant. Donc pour moi, aujourd'hui, non, je vous dis, il faut arrêter. Le Bénin, c'est un exemple de démocratie. Non, mais l'exemple que vous citez, on en a vu au Niger avec le dossier Ama Amadou. Comparaison n'est pas raison, on est sur le Bénin. Je vais dire aujourd'hui, on est dans un cadre où la démocratie, quand vous prenez le Niger dont vous parlez... Nous avons commencé cette émission avec un petit retard. Je crois savoir rattraper mon retard avec le dernier. Donc je termine. Quand vous parlez du Niger, au Niger, il n'y a jamais eu de passation de pouvoir entre un président sortant et un président entrant. Je termine. Non, mais je termine. Il n'y a jamais eu ça au Niger en 60 ans d'indépendance. Mais le Bénin, mais regardons où la démocratie au Niger aussi a peut-être un griffe trébuché. Il ne faut pas sauter, aller voir les passations des choses. Est-ce que je peux terminer? Allez-y. Permettez à Bari de terminer. Donc aujourd'hui, moi personnellement, je ne reproche pas à Patrice Talon, le président béninois, de n'avoir pas fait de grandes réformes, de n'avoir pas eu cette volonté d'assainir donc l'environnement économique, d'assainir la scène politique. Mais sauf que toutes les mesures prises là au plan politique participent donc au recul démocratique du Bénin sur la scène internationale, qui quand même était en avance par rapport à beaucoup de pays. Donc il y a le rétrécissement donc de l'espace public, il y a le recul des libertés politiques et tous ceux qui ont été exclus sont des adversaires farouches de Patrice Talon. Donc on ne peut pas édicter des dispositions réglementaires dans le seul but d'écarter ces adversaires politiques. Il y a problème. Les lois sur la dépénalisation, sur le délit de presse a été durcies.
Et oui, là, ça a été durci au Bénin. Donc, c'est autant quand même de recul. Sinon, quand même, l'Europe, il a des acquis. Mais ça, quand même, la démocratie, c'est comme l'a dit, ouais, c'est l'expression, c'est une marque déposée du Bénin. Et là, c'est le dialogue. Oui, mais quand la démocratie recule, ça veut dire que tout le reste là peut être vendangé. Donc, aujourd'hui, le dialogue pose problème, mais si les Béninois vont réélire Patrick Talon à partir de son bilan, je pense que beaucoup trouveront à dire que peut-être son bilan, il est positif ou il est truc. Mais c'est le dialogue. Si on n'aime pas le dialogue aujourd'hui, quel que soit ce que vous allez poser comme acte, ça va être beau, mais des gens vont vous dire qu'on n'a pas été associés, donc on s'oppose à ça. Alors s'ils ont été associés en amont, ça va passer comme une lettre à la poste. Oui. Aujourd'hui, il a décidé de l'élection du municipal, les législatives présidentielles en une seule fois. Mais il y a des partis de l'opposition à l'époque qui ont accepté, qui ont trouvé que c'était une bonne idée. Donc pour moi, c'est l'essentiel qui mettent le dialogue en avant avec cette émission. Pour pouvoir mieux avancer que de vouloir faire des réformes. Oui, Abdoulaye Bari, en 30 secondes. En fait, le dialogue ne pose pas problème au Bénin. Il faut dire les choses clairement. Patrice Talon a décidé de prendre des mesures liberticides, d'écarter tous ses opposants pour avoir tous les leviers du pouvoir politique et démocratique. Merci à ces 10 dernières années, on l'a constaté dans toute la sous-région. Macky Sall au Sénégal. Non, on ne se compare pas à un pays qui est mauvais. Quand on se compare, d'accord. Au mauvais. Alassane Ouattara ne dira pas le contraire. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ne dira pas le contraire. Au Niger, le pouvoir ne dira pas le contraire. Albert Nagrego. On ne se compare pas au pays. Abdoulaye Bari, Albert Nagrego, c'est moi qui ai la parole. Merci à tous les trois d'être venus pour le débat de presse. Abdoulaye Bari est journaliste indépendant, il est analyste et éditorialiste. Dieudonné Zoungrana est directeur de publication de Aujourd'hui au Faso, analyste politique éditorialiste. Et puis Albert Nagrego est le patron de Libre Info. Il est également analyste et éditorialiste. Merci à tous les trois d'être venus. Désolé, on a commencé cette émission avec un petit retard et j'ai cru bon pouvoir rattraper un peu ce petit retard. Merci à vous également pour votre attention et toutes nos excuses, peut-être pour les petits soucis techniques au tout début de cette émission. Merci et à dimanche prochain pour un autre débat de presse. Au revoir et à bientôt.